Nous aimons toujours vous présenter des œuvres du Gandhara, des Bouddhas, des Bodhisattvas, des frises. Et là, aujourd'hui, je vous présente une pièce qui nous donne beaucoup de plaisir, car elle est très différente de ces pièces que nous avons l'habitude de voir. Une pièce du Gandhara, 5e siècle environ. Alors, lorsque je l'ai vue, lorsqu'on nous l'a proposé, déjà ce style complètement différent, et je vais peut-être être un peu provocateur, mais qui me rappelait aussi certaines sculptures plus moyenâgeuses, je dirais, de notre culture. Je pensais à cette fameuse sculpture du sourire de Reims, les Vierges de Malines au niveau de la coiffure. Vous voyez que j'ai fait des divagations, disons, non négligeables. Et en fait, donc on a beaucoup travaillé, fait de la recherche sur cette pièce pour mieux la comprendre, voir d'où elle venait. La grande question, est-ce que c'était une représentation humaine ou bien d'une divinité? Et là, c'est un débat où j'ai tendance à pencher vers une représentation d'un bodhisattva. Bon. Mais vous voyez, donc très différente des bodhisattvas qu'on a l'habitude de regarder. Je pense à ces bodhisattvas qu'on vous a présentés régulièrement, qui sont sur notre site, qui ont cette influence des princes Kushan, qui présentent de nombreuses des bijoux, des colliers, un air princier, puisque ces princes Kushan étaient des grands donateurs des monastères bouddhiques. Là, on a une pièce qui est complètement différente. Alors d'abord, pourquoi pourrait-on parler de bodhisattva et non pas de tête de donateur? Vous avez cet air très serein que l'on trouve. On n'a pas l'attitude, je dirais, du donateur qui va être beaucoup plus priant, qui va être dans cette attitude justement d'adoration. Là, il y a quand même un air à la fois, je dirais, serein, méditatif, que l'on attend du Bouddha, que l'on attend en particulier du bodhisattva, qui est en attente de cet éveil. Une très belle représentation, regardez, j'insiste beaucoup par exemple sur les lèvres, c'est tous ces détails qui font la qualité d'une pièce, ces lèvres qui sont très très bien dessinées, des restes de polychromie, puisque ces pièces d'ailleurs étaient à l'époque recouvertes d'un engobe et ensuite d'une polychromie, donc on a encore ces restes ici qui figurent, les yeux très très bien dessinés, l'arcade ici, les yeux mi-clos encore, qui nous rappellent tout à fait la sérénité et l'état du bodhisattva qui attend l'éveil. Et puis, également même un très léger sourire, très léger, mais là aussi, c'est ce que l'on reconnaîtra dans l'être divin, et beaucoup de sobriété. Alors, cette pièce, on l'a dit, est complètement différente des bodhisattvas, par exemple, du type que j'appellerais du type Kushan. Et donc, on a fait beaucoup de recherches, et ça, c'est le grand plaisir, je vais vous dire, de notre métier, et ensuite d'en parler, de le partager avec vous. On retrouve ces pièces dans des sites comme Taxila, au Pakistan d'aujourd'hui. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'à Taxila, il y avait de nombreuses pièces qui étaient en stuc. Donc ça corroborerait cette provenance. Et puis le plus important, c'est que justement dans les recherches que l'on a faites, on a trouvé des pièces très très comparables et en style avec ce chignon ici qui est représenté, si on peut dire. On a retrouvé au musée justement de Taxila, à Peshawar également, il y a quelques pièces qui sont absolument comparables. Et au British Museum, dans le fameux ouvrage de 600 pages de Zouaf, qui décrit en fait toute la collection du British Museum, on a également une ou deux pièces avec des représentations et un style très comparable. Voilà. Dernier mot que je dirais, c'est j'aime toujours beaucoup le stuc parce que ça permet justement de donner peut-être davantage de force à la pièce. C'était fait sur des moules, à partir de moules, mais après c'était un travail
de sculpture de ce stuc, et avec ses représentations très délicates, et enfin un engobe qui le recouvrait, de manière en fait à atténuer des aspérités éventuelles du stuc. Provenance, cette pièce viendrait d'un diplomate allemand qui a vécu, qui a été en poste en fait tout simplement à Kaboul entre 1954 et 1958. Voilà, donc un grand plaisir pour nous d'en parler et puis maintenant surtout de le partager avec chacun d'entre vous.